À force de nouvelles croustillantes sur le Marvel Cinematic Universe ou même par rapport au DC Fandom, c'est vrai qu'on a surtout fait des vidéos en rapport avec Marvel et DC, et on a peut-être un petit peu délaissé le côté Pixar parce que sachez que cette vidéo-là, je devais la faire depuis au moins un mois, et au fur et à mesure des événements qui se sont déroulés, que ce soit des réactions de trailers ou que ce soit le DC Fandom ou d'autres choses, ça n'a fait que se décaler. Nous avons enfin une vidéo en rapport avec de l'animation, sachant qu'il y en aura de plus en plus sur la chaîne, parce que j'ai plein de sujets divers et variés en rapport avec Pixar ou même avec d'autres studios d'animation, donc on va pouvoir en parler tous ensemble. Quoi qu'il en soit, tu l'as sûrement lu dans le titre, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de l'âme et de la valeur des choses chez Pixar. Et de te montrer que ce qui importe dans ces films d'animation précis, eh bien ce n'est pas nécessairement les personnages, mais pour certains, ce qui englobe tout cela. Je vais te prendre quelques petits exemples et on va vivre tout cela ensemble en espérant que cette petite vidéo te plaise. Et sachez que cette vidéo est entre guillemets une sous-partie de mon mémoire, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fini mes études en ayant eu une sorte de master en cinéma, audiovisuel, scénario, réalisation, on s'en bat les couilles, mais justement à la fin de mon master, je devais réaliser une sorte de mémoire. Et cela concernait donc Pixar et l'influence qu'ils ont pu avoir, que ce soit au niveau économique, esthétique et scénaristique, depuis 1995. Donc, voilà, je vais te parler un petit peu de ce petit chapitre qui m'a valu les meilleures notes de la classe. Absolument pas. Oh, j'en sais rien du tout, parce que je connais pas les notes de tout le monde. Mais en tout cas, c'est un chapitre que j'ai vraiment bien préparé. Enfin, je l'espère en tout cas, et j'espère que tout cela te plaira. Et pour ce faire, nous allons parler de films d'animation dont on ne parle pas forcément précisément sur la chaîne. Alors oui, on va parler de Lao, de Monstres et compagnie, etc. Mais on va également parler du Voyage d'Arlo. Et donc j'ai essayé de mélanger un petit peu toutes les productions en essayant d'en dégager certains axes. Donc premièrement, on peut dire que Pixar a la manie de se servir d'objets qui sont d'ordinaire présents dans notre quotidien, mais tout en leur donnant une dose de vie. Et je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est dans la franchise Toy Story. Justement, où la question des objets qui prennent vie est au premier plan. Mais justement, c'est bien trop évident dans le sens où les objets sont pour le coup les personnages principaux. Donc évidemment, c'est trop simple de parler de Toy Story, donc je vais un petit peu l'écarter, même si on le sait, les jouets ont une âme, et c'est ce qui fait en fait l'essence de Toy Story. Et donc, comme je te l'avais dit, je vais commencer avec le film Le Voyage d'Arlo, de Peterson, réalisé en 2015. Donc pour te faire un bref speech du film, en fait cela part de la vie sur Terre si la météorite qui est tombée sur Terre il y a des millions d'années n'était pas tombée sur Terre et du coup éradiquer les dinosaures. Dans ce film, tous les membres de la famille d'Arlo, donc le petit dinosaure, sont des agriculteurs. Ils prennent soin de leur terre tout en faisant attention à toutes les choses nuisibles à leur récolte comme les voleurs ou encore la météo. Au sein même de leur terrain se trouve une sorte de petit enclos en hauteur fait de petites pierres dans lequel ils mettent leurs réserves. Et il me semble qu'ils récoltent surtout du maïs. Et justement sur ce petit enclos, les parents d'Arlo décident de marquer leurs empreintes. Et ils disent justement à Arlo et son frère et sa sœur qu'une fois qu'ils auront fait quelque chose de vraiment utile pour le terrain et donc pour l'avenir de la famille entre guillemets, ils pourront laisser leur empreinte. Et au fur et à mesure, tout le monde a prouvé qu'il pouvait laisser son empreinte, que ce soit par exemple par rapport à la grande sœur qui elle a réussi à bien tracer les lignes pour planter les graines. Mais le seul qui n'a pas pu encore mettre son empreinte, c'est Arlo. Et en fait, l'enclos dont je vous parlais justement, ce n'est pas juste un enclos, c'est comme une sorte d'étape dans la vie du personnage. En fait, au moment où ils auront la chance de laisser leur empreinte, ce sera le début d'une nouvelle aventure pour eux. Et c'est assez intéressant qu'un simple enclos pour ranger les récoltes devienne une sorte d'épreuve, une sorte de rite initiatique pour pouvoir avancer dans la vie. Alors que pour le coup, si on dézoome, c'est juste un endroit où il faut ranger les récoltes pour passer l'hiver. Mais via le fait que tu doives laisser ton empreinte, eh bien cela montre qu'il y a vraiment, entre guillemets, un aspect sentimental. Et ce sont des choses que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, puisque chaque objet peut prendre une valeur importante aux yeux de quelqu'un en fonction du contexte. Donc là, on était sur Le Voyage d'Arlo, et on va passer 2 ans, en 2017, pour le film Coco et les ofrendas. Parce que justement, dans ce film, la famille Riviera, qui pour Dia de los Muertos, comme pour la plupart des familles au Mexique, va laisser des offrandes sur la tombe donc des personnes défuntes qui font partie de leur famille, pour que justement ces derniers puissent venir les voir et se servir de ce que les vivants leur offrent. Et bien pour certaines personnes, cela ne peut être que de simples objets posés sur une table avec quelques photos, si jamais on est entre guillemets extérieur à ces croyances. Seulement selon cette tradition, cela représente beaucoup et tout dépend de ce que cela signifie pour chacun, et c'est ce qui est selon moi très intéressant à analyser dans le film. En fait, ces objets du quotidien ont une valeur sentimentale extrêmement forte que d'autres personnages ou spectateurs ne peuvent pas forcément comprendre par rapport au fait qu'ils ne soient pas habitués à avoir ce genre de coutume. Parce que quelqu'un qui va voir le film Coco sans avoir le contexte du film et qui le regarde entre guillemets de très loin, sans pour autant vraiment rentrer dedans, va se dire
en fait ils mettent juste des cadeaux. Le film te montre que ça va beaucoup plus loin que ça et qu'on rentre dans les coutumes. Donc c'est plus que des offrandes, c'est une marque entre guillemets de respect pour les aînés et de volonté de souvenir. En fait la beauté de cette scène a été extrêmement bien mise à l'écran selon moi parce que en fait les photos ont aussi un pouvoir de mémoire absolument merveilleux car elles ont le pouvoir de faire voyager la personne qui la regarde dans le passé pour revivre des moments qu'elle pensait oublier ou même qu'elle n'a pas forcément vécu parce qu'en soi il voit plein de personnes qu'il n'a jamais connues et pour autant ces personnes font partie de son arbre généalogique. Sans ces personnes là il ne serait pas là aujourd'hui. Pareil, au-delà d'un bout de papier et d'un cadre en bois, la photo est extrêmement importante. Elle va plus loin que ce que l'on peut simplement penser d'un objet. Là ça a vraiment vocation à être un objet entre guillemets sentimental, encore une fois. Bon, là nous passons à un autre film qui n'est autre que Lao, qui est un de mes coups de cœur, le deuxième puisque le premier c'est Luca. Et donc on passe à Lao, donc sorti en 2009. Et pour le coup, ce devoir de mémoire entre guillemets via les objets et les sentiments qui peuvent en découler, là ça prend une part juste énorme dans le film. En fait dans ce film là, le souvenir est quelque chose qui est ancré dans le sens où tout ou presque fonctionne par ce qu'il s'est passé pour le personnage. En fait, Carl est un personnage qui attache énormément d'importance à ce qu'il a vécu et avec qui il l'a vécu. Et on pense évidemment à Ellie. Par exemple, dans la scène d'introduction de Lao, Carl et donc Ellie emménagent dans leur nouvelle maison, qui est visible, je crois, juste derrière moi. Et justement, on peut se dire, bah c'est une maison totalement classique, sauf que pas du tout. Parce qu'en fait, c'est tout simplement la maison dans laquelle ils se sont rencontrés et qu'ils ont pu modifier à leur convenance. Et par ailleurs, au-delà du fait que ce soit la maison qui représente la plupart des choses dans le film, rentrons dans cette maison. Puisque juste au-dessus de la cheminée, nous avons un petit oiseau rouge. Et ce petit oiseau rouge est disposé d'une certaine façon par Ellie. Carl Fredricksen, qui ne comprenait pas forcément pourquoi elle le bougeait dans ce sens-là, va au final, à la mort d'Ellie, le bouger comme elle le faisait, parce que pour lui, ça lui rappelle quelque chose, alors que pour nous, bah, on ne l'a pas vécu. On peut comprendre via le prisme extérieur que l'on a quand on regarde le film, mais pour autant on ne peut pas réellement rentrer dans l'intériorité du personnage pour se dire c'est vrai que je comprends ce qu'il vit. C'est pas le cas pour tout le monde et c'est ça qui est très intéressant, c'est que juste ce petit mouvement du petit oiseau juste au-dessus de la cheminée, ça te rappelle ce que faisait Ellie et donc ça a vraiment vocation entre guillemets à rendre hommage ou en tout cas à respecter la volonté des défunts. Et c'est exactement la même chose pour les fauteuils. Ils avaient tous les deux un fauteuil chacun qui était placé d'une certaine façon et justement quand Russell part et que Carl Fredricksen doit vider sa maison, il jette tout sauf les petits fauteuils qu'il place parfaitement comme c'était le cas dans la maison, parce que cela représente à la fois Carl Fredricksen et Ellie. Et justement, au-delà de tout ça, ce qui est très intéressant, c'est que les objets qui sont en lien avec Ellie sont ronds, alors que ceux qui sont en lien avec Carl Fredricksen sont plus rectangulaires ou carrés. Et ça, on le voit par rapport au cadre photo, ou même par ailleurs au fauteuil. Donc celui de Carl Fredricksen va être très carré, et celui d'Ellie va être vraiment avec des petits arrondis, etc. Et cela a, selon moi, une symbolique assez forte dans le sens où le film dépeint le souvenir de différentes façons, comme avec les objets du quotidien ou des objets qui ont un pouvoir de mémoire comme les photos. Par ailleurs, pour en revenir aux photographies, elles ont également un rôle prépondérant. Alors oui, des fois j'utilise des mots étranges, mais pour le coup ça fonctionne avec le sujet, tu vois ce que je veux dire. Et bien en fait ces photos sont à l'honneur dans le livre d'Ellie, donc le livre d'aventure, dans lequel elle devait initialement mettre des photos de ses voyages à l'étranger et donc de ses plus grandes aventures. Seulement Carl remarque que les principales photos de ce livre d'aventure entre guillemets sont des photos de leur vie à tous les deux, comme si la vie avec Carl était la plus belle aventure qu'Ellie ait pu vivre. Peut-être que tu te dis que je vais trop loin, mais c'est ça que j'aime aussi avec Pixar, c'est qu'on peut aller trop loin, mais tout en restant entre guillemets réaliste par rapport à ce que cela peut symboliser pour nous. C'est pour ça que cette vidéo-là, et même en général les vidéos par rapport à Pixar, c'est extrêmement subjectif, ce n'est uniquement que mon analyse, donc peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire, mais justement c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut avoir différentes interprétations de ce que peut représenter, en tout cas pour le coup, les films Pixar pour chacun d'entre nous. Personnellement, je l'analyse de cette façon, et peut-être que pour le coup, ce n'est absolument pas ton cas, mais justement, en fait, c'est cette subjectivité que j'adore, et je me dis que, même si Pixar n'a pas voulu montrer tout ça, j'aime le fait de me dire qu'ils ont pu y penser. Donc, on passe de là-haut à Monstres et compagnie en 2001. Et dans ce film, vous le savez, Sully porte dans son cœur le personnage de Boo, qu'il essaye en vain de renvoyer dans son propre monde. Ils y arrivent à l'aide de Bob Razowski, et il doit finir par se dire adieu. Et après cela, en fait, la porte de Boo, qui était la passerelle entre le monde des monstres et celui des humains, est détruite pour ne plus que quelqu'un y aille, puisque la petite fille, en fait, connaît l'existence des monstres, et donc peut avoir une raison de ramener d'autres humains dans ce monde-là, si jamais elle en parle dans son propre monde. Seulement, quelques temps après, Bob fait une surprise à Sully en reconstruisant la porte de Boo, afin qu'il puisse la voir. Cette porte a un rôle essentiel dans l'histoire de ce film, puisqu'en plus d'être la passerelle entre deux mondes, elle œuvre entre guillemets avec l'aide de Bob pour les retrouvailles, comme si elle-même voulait que les deux personnages que sont donc Sully et Boo puissent se retrouver. Je vais encore peut-être trop loin, mais là c'est selon moi une sorte de personnification de la porte, parce que la porte a été détruite, il ne manque qu'une petite pièce pour que Sully la mette et que ça se répare, et pour le coup c'est comme si la porte disait tu as réussi entre guillemets à rassembler tout ce qu'il faut, maintenant c'est à mon tour de t'aider, je vais ouvrir la porte. C'est étrange dit comme ça, mais moi c'est comme ça que je le perçois. Et il y a encore un autre élément que pour le coup je n'ai pas pu ressortir de
mon mémoire, parce que le mémoire je l'ai sorti avant la sortie du film, je parle de Luca. Pourquoi? Parce que dans Luca, oui tu as le lien entre les différents mondes, etc. mais tu as surtout le lien avec la Vespa. C'est pour eux la liberté. Et c'est justement l'un des slogans du film, entre guillemets, qu'ils ressortent souvent, c'est Vespa es liberta, ou je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était que la Vespa, ça représentait en fait le monde qu'ils allaient découvrir. Ce qui est très intéressant, c'est que la Vespa n'est qu'un symbole. Et ça, tu le comprends à la fin du film. Tu n'as pas besoin d'une Vespa pour découvrir le monde et de voir la beauté des créatures aquatiques, ou la beauté des humains, ou même la beauté de la Terre. C'est tout simplement une affaire d'aventure. Puisque tout le film se base sur on veut une Vespa pour partir. Cependant, ce qui va t'aider à partir, c'est le train qui a été montré au milieu du film. Lorsque l'un veut voyager, l'autre va rester et va apprendre à vivre comme un humain. Donc la Vespa n'est entre guillemets qu'un symbole de liberté, là où justement les deux sont libres, puisque les deux font ce qu'ils veulent, dans le sens où tu as Luca qui va partir à l'aventure et aller à l'école, et de l'autre côté tu as Alberto qui lui va avoir véritablement enfin un père. Je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qui est en lien avec les objets et de la valeur qui peut en sortir. Mais moi c'est comme ça que j'aime voir les choses, c'est que je me dis que oui, Luca par exemple c'est un film qui raconte uniquement l'amitié entre des créatures aquatiques et un humain, et c'est tout, ça s'arrête là. J'aime me dire qu'ils ont essayé de rechercher quelque chose de plus grand que tout cela. Donc c'est pourquoi je me suis permis de faire cette vidéo, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas forcément vu ça, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas vu et qui n'y croient pas du tout, ce qui est tout à fait possible, et je comprends totalement que vous ne croyez pas forcément ce que je te propose dans cette vidéo-là. Cependant, voici ce que j'avais envie de vous partager, parce que je me dis que c'est aussi intéressant de voir l'animation comme autre chose qu'un simple divertissement pour enfants. Parce que c'est absolument pas le cas. Je te sors plein de séries d'animation ou plein d'animés, et tu verras que le public visé est rarement enfantin. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme petite vidéo en rapport avec Pixar. Et si vous aimez ce genre de vidéo, sachez qu'il y en aura pas mal d'autres, parce que j'ai plein de sujets à vous proposer qui arriveront courant novembre et courant décembre, et évidemment en 2022 toute l'année, parce qu'en 2022 il va y avoir pas mal de choses aussi en lien avec l'animation. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.